pour cette réunion technique d'information PGSSE et captage dégradé, qui vous est proposée par la délégation départementale de la Moselle de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Cette réunion, on l'a conçue et pour vous, les PRPDE donc, du département de la Moselle, pour vous apporter quelques éléments donc, sur la réglementation, la méthodologie, sur les sujets spécifiques des captages sensibles ou dégradés, hein. Julien va vous en reparler plus spécifiquement, mais sur la thématique tout de même de la réalisation du PGSSE, donc plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Petit point technique avant qu'on commence. Donc, vous voyez, vos caméras et vos micros sont coupés pour éviter les petits bruits parasites pendant les présentations. Donc, on va dérouler l'ensemble des présentations et ensuite, on a prévu un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure pendant le chat, hein, on y répondra à la fin. Ou alors, si vous le souhaitez, à la fin des présentations, vous pouvez lever la main et on pourra vous donner la parole. Vous pourrez échanger en direct avec les intervenants. Voilà. Donc, au niveau du programme, on va commencer donc par un rappel réglementaire et méthodologique sur les PGSSE avec un petit focus sur les captages dégradés. Donc, c'est Julien Baccari de l'ARS qui va vous expliquer tout ça. Ensuite, une présentation des aides financières disponibles par Stéphanie Griès de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et pour terminer et illustrer un petit peu tout ça, on aura un retour d'expérience du PGSSE de la commune d'Ary et le diagnostic donc de son captage par Léa Baudouin de la SOR. Voilà, et ensuite, comme je vous le disais, le petit temps d'échange et de questions. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite par la présentation du Julien. Je te laisse prendre la main. Alors, bonjour à tous déjà. Déjà, merci d'être présent aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, et plus particulièrement toutes les collectivités qui possèdent un captage dit sensible, donc avec des enjeux particuliers assez forts. Donc, ce sujet sur la qualité de l'eau potable et la manière dont on peut l'améliorer durablement. Donc, c'est le but des plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau, PGCSE. Donc, juste en introduction, c'est vrai que juste pour vous rappeler qu'une enquête avait été menée au premier trimestre de cette année pour recenser l'état d'avancement des différentes procédures de cette démarche PGCSE sur le département. Et donc, on s'est aperçu que très peu de collectivités s'étaient engagées depuis le début de l'année, avec seulement, donc sur les 30 collectivités qui possèdent un captage sensible, donc seulement 2 ont un PGCSE terminé, 2 ont engagé déjà des démarches et 12 ont envisagé la démarche seulement. Donc c'est vrai que vous allez voir, les échéances vont arriver assez rapidement. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de mettre en place ce webinaire et différentes actions tout au cours de l'année 2026 pour sensibiliser les collectivités sur cette démarche pour qu'elles s'engagent assez rapidement dans le processus. Voilà, donc juste pour rappel, au niveau de l'ARS, on est plusieurs agents à intervenir sur ce sujet. Donc moi-même, en tant que responsable de la cellule eau potable, mais notamment il y a aussi Élie Joly qui sera de retour en début d'année 2026 et qui sera la référente départementale et la principale interlocutrice voilà, sur ce sujet, si vous avez des questions. Mais donc, il y aura aussi Virginie Sliva et Cyrielle Bonne, techniciennes sur le département, qui seront aussi aptes à vous répondre en cas de question. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur le sujet. Alors, pourquoi on parle des PGCSE? Donc, depuis 2023, la réglementation nous demande de mettre en place des PGCSE. Donc, le PGCSE, c'est une approche préventive qui est fondée sur l'analyse des risques et l'amélioration continue. Donc, c'est une démarche qui a été introduite par l'OMS en 2004, soit sous le terme des Water Safety Plans, et donc qui a été intégrée à la réglementation européenne en 2020 et transposée en droit français en janvier 2023. Et donc, dès à présent, depuis cette date, les PGCE sont rendus obligatoires pour les collectivités françaises.
Alors, donc c'est une démarche globale hein, qui vise à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau sur vos collectivités. Donc, globalement, le PJCCE pose trois grandes questions. Donc, la première, hein, quels sont les dangers possibles? La deuxième, quels sont les risques que cela représente? Et troisièmement, que peut-on mettre en place pour éviter que cela arrive? Donc, il faut savoir que cette démarche, elle s'applique à tout le parcours de l'eau, donc depuis le captage jusqu'au robinet du consommateur. Et cette démarche, elle doit porter sur les enjeux de qualité, mais aussi de quantité. Donc, c'est bien la responsabilité de la PRPDE, donc la personne responsable hein, de la production et de la distribution de l'eau, qui doit mener cette démarche. Et donc, le but de cette démarche, c'est vraiment pas de chercher à pointer les erreurs faites par la PRPDE sur la gestion de son eau, mais bien de mettre en place une démarche d'amélioration en continu. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais PGSSE, hein. C'est vraiment là, un système qui recherche à renforcer, à se renforcer au fil du temps. Voilà. Donc, c'est vraiment une action proactive et sur du long terme. Euh, voilà. Donc, dans cette approche fondée hein, sur l'analyse des risques hein, telle que définie par l'OMS, donc on a l'arrêté du 3 janvier 2023 donc, qui détaille notamment le contenu du réglementaire du PGCSE, donc qui doit contenir un état des lieux, ensuite une évaluation des risques, ensuite un plan d'action et pour terminer, un plan de surveillance. Donc cet arrêté du 3 janvier 2023 hein, sur les PGCSE précise aussi bah, le périmètre hein, sur lequel cette étude, cette démarche doit être menée. Donc dans un premier temps, avec une échéance à juillet 2027, donc sur le périmètre qu'on appelle zone de captage et qu'on appellera donc là le PGCSE ressources. Et ensuite, donc à échéance janvier 2029, donc là, le PGCSE qu'on appellera complet sur l'ensemble du réseau de production et de distribution de la collectivité. Donc vous voyez bien que selon le périmètre, on a deux échéances différentes. Donc la première en juillet 2027, qui concerne uniquement la partie ressources, et dans un second temps sur l'ensemble du reste du réseau, donc sur toute la partie distribution, en janvier 2029. Donc, savoir que ce document, hein, le PGCSE, c'est un document vivant et donc qu'il est nécessaire bah, de l'actualiser assez régulièrement ou dès qu'on a connaissance bah, d'une nouvelle problématique qu'on pourrait rencontrer sur son réseau. Voilà, ou quel que soit l'incident, dès qu'il y a un souci, il faut qu'on puisse mettre à jour ce PGCSE pour pouvoir répondre à la problématique plus facilement. Et si voilà, il n'y a pas de nouveaux incidents, c'est à minima une révision de ce document tous les 6 ans. Donc là, pour établir donc un PSGCSE, donc on suit hein, généralement plusieurs étapes, hein. Donc vous avez là ici un camembert hein, qui vous décrit les différentes étapes hein, qui permettent de mettre en place cette démarche. Donc une première étape hein, qui consiste à réunir une équipe, donc dresser le comité de pilotage, hein, donc avec présidé par la PRPDE, avec les différents acteurs, hein, les principaux acteurs qui interviennent sur la zone concernée. Ensuite, une description du système, du moins un état des lieux. Ensuite, une évaluation des risques. Une quatrième étape donc, qui consiste à mettre en place un plan d'action en fonction de cette évaluation des risques. Vérifier ensuite, bah là, c'est l'efficacité hein, du plan d'action qui a été mis en place. Et enfin, comme je l'ai dit, donc toujours terminer par une dernière phase hein, de révision qui est à faire régulièrement pour maintenir le document vivant et toujours actualisé. Il faut savoir que pour la mise en place, enfin du moins la réalisation de ce PGCSE, il n'y a pas de méthode obligatoire. Il existe un différent guide de référence, hein, dont le guide de l'OMS et de l'ASTE,
mais il n'y a vraiment pas de guide. L'ARS n'impose pas de guide particulier, de méthodologie particulière pour réaliser ces différentes étapes. Donc voilà, bien sûr, il y a le document de l'ASTIC assez bien fait hein, qui permettra de vous orienter assez facilement, du moins les bureaux d'études hein, qui pourront intervenir ou vous-même hein, si c'est fait par la collectivité directement. Mais il y a des guides de référence qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, euh, alors, le PIGCSE, donc dans l'arrêté hein, du 3 janvier 2023, il est dit que, il est précisé hein, que le PGCSE devra contenir donc, une évaluation des risques pour la ressource, donc sur les paramètres figurant dans le Code de la santé publique, mais aussi dans d'autres réglementations. Donc là, on pense aux polluants spécifiques hein, de l'état écologique précisé dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié, et les substances prioritaires et substances dangereuses visées dans le Code de l'environnement. Donc voilà, ça concerne pas seulement les paramètres hein, qui peuvent être jugés dangereux pour la santé publique, mais également tous les paramètres hein, polluants qu'on peut constater, voilà, et qu'on peut retrouver dans dans l'eau. Et aussi, donc, le PJCSE devra donc établir une identification des acteurs du territoire hein, dont l'activité est susceptible d'avoir un impact sur la qualité de l'eau. Donc là, on pense bien sûr aux filières agricoles, hein, aux industries, mais aussi, il ne faut pas oublier les particuliers hein, qui contribuent fortement, enfin qui peuvent contribuer fortement à la pollution, du moins à un impact sur la qualité de l'eau. Donc bien sûr, hein, tout ça, il fait en concertation avec les différents acteurs. C'est pour ça qu'il est nécessaire hein, de les associer aussi dans la démarche le plus rapidement possible. Et il y a là aussi, l'arrêté du 3 janvier précise qu'il faut donc, préciser les responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre de ces mesures de gestion de risque. Voilà. D'où l'utilité, les associer aussi dès le départ. Alors, pour les PGCSE, donc sur la partie captage, donc ressources, hein, dont l'échéance est à juillet donc 2027. Donc, on y a attendu la notion de zone de captage. Donc, en gros, c'est la zone sur laquelle l'étude de vulnérabilité, l'état des lieux, devra être fait sur le captage, par captage. Donc, par défaut, la zone à prendre en compte dans l'étude, c'est l'aire d'alimentation du captage. Donc là, si le captage ne bénéficie pas encore d'une aire d'alimentation, hein, là, on le sait que c'est à peu près un tiers hein, des captages du département, enfin du moins les captages sensibles sur lesquels il n'y a pas encore d'aire d'alimentation de captage définie, hein. Donc là, à défaut, si on n'a pas l'aire d'alimentation, on passe sur le périmètre de protection éloignée qui est défini dans la DUP, la déclaration d'utilité publique et des périmètres de protection. Si il n'y a pas de périmètre de protection éloigné, ce qui peut arriver hein, dans certains cas, ce qui est assez rare, hein, donc on prendra là le périmètre de protection rapproché. Et si on n'a pas de périmètre de protection rapproché, hein, si on n'a pas d'avis d'hydrogéologue agréé hein, qui a été établi hein, dans le cadre de la procédure de DUP, donc là, à défaut, c'est la commune du captage, donc qui est pris en compte comme périmètre d'étude. Voilà. Ensuite, rapidement, une notion hein, sur les captages sensibles. Donc, voilà, c'est pour ça que vous avez été convié ici, hein, c'est parce que votre collectivité possède un captage sensible, voilà, sur son réseau. Donc, les captages sensibles, ce sont en gros les captages dont la qualité sanitaire de l'eau brute est dégradée ou en cours de dégradation et qui présentent des concentrations supérieures à des seuils définis. Donc, normalement par un arrêté interministériel qui est en cours d'élaboration. Donc, pour le moment, on n'a pas encore les critères hein, vraiment connus hein, qui définiront voilà, les captages sensibles.
Mais a priori, on devrait rester dans la même logique hein, que les captages dits d'âge, donc voilà, captage dégradé du département. Donc on attend cette évolution avec impatience hein, pour pouvoir définir vraiment bah, spécifiquement quelles seront les collectivités concernées par les captages sensibles. Là, vous avez une carte donc des captages d'âge et les différentes aires d'alimentation du département. Donc, juste pour votre info, on a 53 captages d'âge hein, sur le département de la Moselle. Donc, comme vous le voyez, hein, on a différents cas de figure, hein, donc des captages d'âge avec ou sans AAC délimité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près un tiers hein, des captages dégradés sur le département qui ne bénéficient pas d'une aire d'alimentation de captage. Ensuite, alors dans le cadre de ces PGCSE des ressources, hein, donc sur la partie uniquement captage, donc pour les collectivités n'ayant pas de captage sensible, donc là, l'avis de l'hydrogéologue agréé et l'étude préalable hein, qui sont réalisées dans le cadre de la DUP pour la mise en place des périmètres de protection suffit pour répondre aux dispositions du PJCCE uniquement sur cette partie. Et donc, il n'y a aucune obligation pour les collectivités d'aller plus loin et de faire ce qu'on appelle la mission de contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. C'est facultatif. Donc, en gros, un plan d'action pour la reconquête de la qualité de l'eau n'est pas nécessairement obligatoire pour toutes les collectivités qui n'ont pas de captage sensible, ce qui n'est pas votre cas ici aujourd'hui. Et donc, pour les collectivités hein, qui possèdent un captage ou plusieurs captages sensibles, hein, donc là, la mission de contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est rendue obligatoire donc pour ces collectivités, donc en vertu du Code des collectivités territoriales. Donc, à ce titre, bah, la collectivité, elle doit élaborer un plan d'action qui vise à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource du captage sensible. Donc, là aussi, principalement sur l'aire d'alimentation, si possible, ou sur partie, voilà, comme on l'a dit, s'il n'y a pas encore d'aire d'alimentation, ben voilà, il faudra la définir et commencer peut-être les investigations sur la partie périmètre de protection, par exemple, s'il y a déjà une DEP. Donc, la PRP2 devra transmettre au préfet une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation dans laquelle ont lieu ces actions et un plan d'action. Donc là, on n'a pas encore de délai, mais il y a un décret qui est à venir. Mais voilà, c'est dès que le captage sera désigné sensible, la collectivité devra rendre ces éléments au préfet dans les meilleurs délais. Alors, là, juste rapidement, c'est juste pour faire un petit rappel hein, de l'articulation nécessaire, hein, du moins avec les différentes procédures qui sont déjà menées sur les captages. Hein. Donc, articulation avec le PGCCE, donc le plan d'action qui est rendu obligatoire hein, par le Code général des collectivités territoriales, donc constitue le volet zone de captage dans le PGCCE. Donc, c'est bien cette étude-là, le plan d'action qui a à définir, qui fera office de volet ressources, enfin, du moins captage dans le PGCCE à rendre. Donc là, c'est précisé hein, dans l'arrêté du 3 janvier 2023 hein, qui définit voilà, comment doit être réalisé hein, le PGCCE. Donc lorsqu'il est élaboré, ce plan d'action constitue tout ou partie du volet du PGCCE relatif aux pollutions sur les zones de captage. Et voilà, bien entendu, cette démarche-là doit être aussi articulée voilà, en toute cohérence avec les différents plans d'action qui peuvent être menés
voilà, sur les différentes zones. Je pense notamment au dispositif ZSCE, voilà, qui concerne plus les pollutions agricoles, hein, qui sont menées, hein, sur différents territoires. Et donc, tous ces plans d'action-là devront être menés en cohérence, voilà, sur le territoire. Alors, pour finir, donc juste ce qu'on vous recommande, hein, voilà, et ce qui est l'objectif, hein, enfin, voilà, de cette réunion aussi aujourd'hui, c'est de vous inciter, bah, voilà, à vous engager, hein, dans un premier temps, bah, sur l'étude AAC, en sachant que c'est pour vous, collectivités ayant un captage sensible, obligatoire. Donc, si vous n'avez pas encore engagé de PGSSE, c'est de réaliser cette étude AAC et le plan d'action dès à présent. Commencez par ça, en amont du PGSSE, ou en parallèle si possible. Mais voilà, bien avoir en tête que cette étude sera réalisée pour vous dans tous les cas. Pour les collectivités dont les PGCE sont déjà engagés, hein, les quelques collectivités concernées, là, bon, selon le niveau d'avancement, il faudra penser à intégrer bah, dans l'étude ce périmètre, ce nouveau périmètre, et puis bah, la définition du plan d'action et prévoir bah, le prévoir dans les mesures à prendre par la suite, si le plan de gestion n'a pas encore été fait. Et pour ceux qui ont déjà terminé leur plan de gestion, hein, c'est le cas de deux collectivités, hein. Donc là, si le plan de gestion n'a pas été déterminé, euh, là, vous pourrez intégrer ça dans la révision, donc il y a à faire tous les 6 ans. Et voilà. Voilà, j'en ai fini sur la partie réglementaire. Donc, je ne sais pas si Chloé, on fait les questions tout de suite ou si on laisse d'abord les collectivités poser enfin la suite des intervenants faire leur présentation. Au vu de l'heure qui avance, je propose qu'on effectivement on continue les présentations, mais gardez bien vos questions, on y reviendra à la fin, pas de souci. J'ai bien vu vos mains levées, pas de problème, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, il s'agit des aides financières disponibles. À toi, Stéphanie. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter donc pour l'agence de l'eau donc notre accompagnement concernant les PGSSE. Bon, je vais reprendre un petit peu en termes de contexte, de manière un peu plus générale nos interventions en termes d'eau potable. Donc pour vous rappeler hein, que l'agence de l'eau accompagne la mise en œuvre du plan eau, du SDAGE, des plans liés au changement climatique et des directives eau potable et assainissement, avec différents objectifs, hein, et notamment l'atteinte du bon état des masses d'eau, engager également les mesures de sobriété hydrique et garantir un approvisionnement en eau potable de qualité, donc en quantité et en qualité. Donc le PGSSE hein, répond pleinement à ces objectifs. Donc sur la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, donc on a trois objectifs particuliers. Donc un premier objectif sur la reconquête et la préservation de la qualité des ressources en eau destinées à l'alimentation en eau potable. Un deuxième volet sur la sécurisation de l'approvisionnement, que ce soit en lien avec des tensions quantitatives qu'on peut avoir sur certains secteurs, pour sécuriser aussi de manière intrinsèque les systèmes d'alimentation en eau potable, en termes par exemple de maillage interne, des réseaux par exemple, et également l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée. Et le dernier objectif, c'est de lutter contre les fuites, d'améliorer les rendements et donc lutter contre le gaspillage de la ressource en eau et améliorer les performances des services d'eau potable. Donc on a des priorités dans notre 12e programme hein, sur ces différents objectifs. Sur le volet quantitatif, les priorités, c'est les communes qui ont été identifiées à risque de pénurie d'eau récurrente hein, dans le plan eau.
Donc c'est à peu près 10% des communes du bassin. Il y en a quasiment plus en Moselle, hein. Là, c'était le chiffre 2023. Il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment sur les secteurs de Phalsbourg. Il y a eu des travaux de sécurisation qui ont abouti, et donc on a un peu moins de communes, hein, maintenant qui sont en risque de pénurie. Et la Moselle est du coup relativement, on va dire, en bon état sur ce volet-là. Sur le volet lutte contre les fuites, on a à peu près 20% des réseaux d'eau potable qui ont un rendement inférieur à 65-70%. Et donc ça, c'est aussi des priorités sur le bassin. En Moselle, c'est à peu près là, on va dire la moyenne du bassin. Donc il y a aussi des actions à mener là-dessus. Et sur la préservation de la qualité de la ressource, donc une des priorités du 12e programme, c'est la reconquête de la qualité, donc des captages SDAGE qui sont inscrits au SDAGE. C'est les 342 captages, donc une cinquantaine en Moselle. Alors, on les appelle déjà insensibles et prioritaires dans le SDAGE. Donc c'est vrai qu'il va y avoir aussi une harmonisation, hein, des terminologies avec les captages sensibles dont a parlé Julien tout à l'heure, hein, qui ne sont pas encore identifiés. Nous, nos captages d'âge, on les appelle sensibles et prioritaires, mais dans le prochain SDAGE qui est en cours d'élaboration, ça va être homogénéisé, mais c'est le même type, c'est les mêmes types de problématiques, en tout cas sur les pollutions diffuses agricoles, en lien avec des teneurs en nitrates et en pesticides importantes et qui menacent la distribution d'une eau potable conforme sur ces paramètres. Donc pour les PGSSE, donc on a ouvert aussi un petit peu la rappeler qu'il y a d'autres études, hein, qui sont aussi à mener par les collectivités. Donc il y a les études PGSSE, il y a aussi donc les schémas directeurs, hein, pour mémoire, rappeler que le schéma directeur doit être réalisé au moins tous les 10 ans. Le PGSSE ne remplace pas le schéma directeur d'eau potable. Alors les documents peuvent interagir, hein, au niveau de l'état de lieu dont a parlé Julien tout à l'heure. Si vous avez un schéma directeur récent, bah, vous avez déjà beaucoup d'informations ou toutes les informations déjà dans le schéma directeur. Donc pensez bien aussi à élaborer régulièrement le schéma directeur d'eau potable. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste aussi pour rappel, il y a un autre document qui est obligatoire à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de la directive eau potable, c'est le diagnostic territorial d'accès à l'eau, qui doit permettre de recenser tous les points d'accès à l'eau, notamment pour les populations permanentes et non permanentes, hein, les populations notamment sur des habitats informels, à qui il faut pouvoir aussi garantir un accès à l'eau. Voilà. Donc sur le PGSSE, comme sur l'ensemble des études, donc l'agence de l'eau vous accompagne à hauteur de 70%. Donc on accompagne la démarche initiale, la mise en place du PGSSE. Ensuite, tout ce qui va être mise à jour, ça on n'accompagne pas, c'est vraiment la mise à jour, on va être dans le fonctionnement normal du service, et là on n'interviendra pas sur ces mises à jour, mais vraiment sur le document initial. Alors, soit le volet ressources et après le volet complet, ou directement, bon, pour l'instant, on a plutôt des demandes d'aide sur les PGSSE complets qui intègrent le volet ressources, mais c'est pas forcément dissocié. Après, là, ça dépend des collectivités, de leur stratégie. Et on rappelle, hein, évidemment, qu'il est nécessaire, hein, dans ces documents et dans le PGSSE, ça a été dit aussi tout à l'heure, hein, de bien prendre en compte l'impact du changement climatique, notamment sur l'enjeu quantitatif, et de pouvoir identifier d'éventuels risques liés à ces impacts du changement climatique. Donc nous, au niveau de l'agence de l'eau, donc c'est une étude. Donc ce qu'on demande, hein, je dirais, c'est comme pour toutes les études, que la demande d'aide, donc à l'appui de la demande d'aide, il y a un cahier des charges de cette étude PGSSE. Alors sachant que, comme l'a dit effectivement Julien, il n'y a pas aujourd'hui de cadre, hein, on est sur un outil, c'est pas vraiment une étude en tant que telle, c'est vraiment un outil de pilotage qui est adapté à chaque service.
aux données déjà disponibles dans les services, avec vraiment un volet itératif, donc des PGSSE dont le contenu peut évoluer au cours du temps, qui doit évoluer au cours du temps. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de cahier des charges cadré. Cependant, on demande que les cahiers des charges qui sont définis s'inspirent et des guides méthodologiques qui existent. Le guide ASTE, effectivement, est très bien fait. Il y a un certain nombre de collectivités qui s'appuient dessus. Donc, voilà, on demande qu'il y ait vraiment ces guides qui soient pris en compte pour avoir un cahier des charges le plus adapté au contexte local. Pour nous, c'est important aussi, effectivement, donc que ce soit bien un portage au sein de la collectivité, PRPDE, qui porte bien cette démarche au niveau des élus et des services. C'est important d'engager l'ensemble de la collectivité et des services. La plus-value, ce sera peut-être aussi présenté tout à l'heure sur le retour d'expérience au niveau d'ARI. Mais les collectivités, l'intérêt, c'est aussi c'est un outil interne de pilotage, de pouvoir bien associer tous les services qui sont concernés. Alors, on n'impose pas à nous, il y a la libre administration des collectivités, on n'impose pas tel ou tel, on va dire, montage. La collectivité peut réaliser son PGSSE en régie, elle peut prendre un prestataire. Voilà, il y a différents montages possibles. Donc, la collectivité associe évidemment son délégataire s'il y a une délégation de service public. Après, dans les recommandations qui peuvent être faites, souvent, c'est vrai que c'est bien d'avoir un bureau d'études qui peut apporter un regard extérieur en complément de ce que peut faire la collectivité avec son délégataire s'il y a un délégataire, mais ça permet notamment de prendre un petit peu de hauteur pour avoir vraiment une vue un peu globale et générale sur le service et identifier les points à améliorer. Voilà, et comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, si on est sur un captage sensible, l'échelle du PGSSE, c'est bien l'aire d'alimentation de captage qu'il faut pouvoir délimiter si elle n'est pas encore délimitée. Et donc, pour ces captages sensibles, il faut effectivement délimiter l'aire d'alimentation de captage et mettre en place une démarche de reconquête de la qualité de l'eau sur l'aire d'alimentation de captage. Donc, on vous accompagne aussi les collectivités sur ces actions de reconquête de la qualité de l'eau, sur les études AAC, bien sûr, à 80%. Donc, c'est vraiment un taux... on va dire un taux bonifié parce qu'on est sur des priorités du 12e programme. On accompagne les actions qui sont mises en place sur ces aires d'alimentation de captage. L'objectif étant de pouvoir généraliser la mise en place sur ces aires d'alimentation de captage de cultures à bas niveau d'impact sur la ressource en eau, donc qui vont garantir le non-transfert de polluants jusqu'au captage. Donc, ces cultures BNI, c'est l'air, c'est l'agriculture biologique, d'autres types de cultures, type sainfoin, luzerne, ou des cultures à vocation énergétique telles que le miscanthus, la sylvie. Donc, c'est important, et ces plans d'action qui vont être mis en place, ça fait partie effectivement du volet ressources du PGSSE. Voilà. Et dernier point d'information aussi pour rappeler, effectivement, on sort un petit peu du cadre PGSSE, mais comme vous êtes toutes des collectivités qui avaient un captage d'âge, donc vous avez reçu un courrier de l'Agence de l'eau en début d'année, au mois de mars, dans le cadre du 12e programme, pour rappeler l'accompagnement qu'on peut apporter sur ces démarches AAC et aussi les nouvelles conditions d'aide aux travaux pour l'alimentation en eau potable qui sont dans notre 12e programme. Donc en cohérence avec ce qui vient d'être dit, pour les captages sensibles, on demande effectivement aussi pour bénéficier des aides de l'Agence de l'eau pour les travaux sur l'eau potable et l'animation captage, que la mission de contribution dont a parlé Julien tout à l'heure sur la gestion et préservation de la ressource en eau, on demande qu'elle soit effectivement
prises par la collectivité pour bénéficier d'une aide aux travaux. Et on demande également donc, que l'aire d'alimentation de captage soit délimitée, et une fois qu'elle est délimitée, avec la définition des zones contributives, les plus contributives à la pollution, que la collectivité puisse solliciter le préfet pour prendre un arrêté préfectoral de délimitation de cette zone préférentielle de l'AAC. Sachant que pour les captages sensibles, hein, Julien, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais il y aura aussi des arrêtés préfectoraux. Il est prévu dans le Code de l'environnement que les aires d'alimentation de captage soient délimitées par arrêté préfectoral. Donc, on est effectivement tout à fait en cohérence avec notre 12e programme où on conditionne nos aides au respect de ces conditions qui sont des choses qui vont effectivement devenir obligatoires, qui sont maintenant obligatoires, qui demandent à être précisées par un décret, mais qui sont effectivement déjà inscrits dans la réglementation. Voilà, j'en ai fini sur ce volet-là. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précisions. Donc à nouveau, si vous avez des questions par rapport à la présentation de Stéphanie, n'hésitez pas soit à les poser directement dans le chat, soit à les garder pour tout à l'heure. On y répondra à la fin des présentations. Et donc on va passer à la toute dernière présentation, donc le retour d'expérience de la commune d'Ary par Léa Baudouin. Donc Léa, je vous laisse prendre la main. Merci. Alors, bonjour à tous. Ouais. Est-ce que j'ai la main? Tac, tac, tac. En haut, normalement. Voilà, Voilà, super. c'est bon. Ok, parfait. Et donc, on est parfait. Donc, je vais vous proposer de remettre un petit peu dans le contexte le plan de gestion sanitaire des eaux de la commune d'Ary, pour ensuite faire un petit point sur la méthodologie, pour vous dire la démarche qui a été suivie, de quelle manière ça a été appréhendé par la collectivité, pour ensuite faire un petit focus sur la ressource, puisqu'on est particulièrement là pour ça avec les captages sensibles. Et ensuite, un petit retour d'expérience par le pilote de la collectivité qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour présenter, mais qui souhaitait quand même faire un petit retour sur les difficultés qu'il avait rencontrées et les bienfaits qu'il avait trouvés à la mise en place du PGSSE. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc, comme ça a été bien dit avant, le plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux, ça vise à garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'eau potable. Son périmètre d'action va aller de la ressource jusqu'au robinet de l'abonné. Et ce PGSSE va prendre la forme de mesures qui vont être préventives et correctives pour essayer d'améliorer cette sécurité d'un point de vue qualitatif comme quantitatif. L'objectif surtout d'un PGSSE, c'était d'adapter aux moyens humains et techniques de chaque collectivité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas beaucoup de moyens ou autre, ce n'était pas de prévoir un plan d'action énorme qui, en théorie, serait parfait, mais qu'on sait qu'il n'est pas viable dès le départ. C'est vraiment, même dans sa phase théorique de mise en place, de prévoir un plan d'action qu'on pense réaliste et atteignable. Après, bien sûr, au fur et à mesure des aléas, on peut le revoir en cours de route. Mais l'idée, c'était dès le départ de se dire c'est possible de le mettre en place et on souhaite aller vers cela. Alors, je vous avais mis une petite slide de rappel des évolutions réglementaires, mais puisqu'on est bien passé avant, je serai très brève. Ça rappelle juste les deux échéances de 2027 pour la ressource et 2029 pour l'ensemble du périmètre, mais puisqu'on l'a bien présenté avant, je ne vais pas revenir plus. Maintenant, si on passe vraiment à Ary. Alors, pour vous présenter un petit peu le périmètre, donc Ary, c'est une petite commune au sud de la Moselle. Il y a, on va dire, 3 ressources distinctes qui sont vraiment des sources. Et en plus, il y a une sécurisation qui est possible. Il y a le syndicat des eaux de Verny. Donc, on peut quasiment dire qu'il y a 4 sources possibles. Via ces 3 sources, on va avoir deux usines de production d'eau qui permettent environ à 40 000 m3 par an. On va avoir un réservoir, puis un réseau d'environ 7 km. Et cette petite unité de distribution permet d'alimenter environ 225 abonnés et consomme environ 23 000 m3 consommés par an.
D'un point de vue de la démarche qui est suivie, donc dans le cadre de Harry, donc c'est une commune que nous, la SOR, nous avons en délégation de service public, nous avions proposé contractuellement de les aider à mettre en place le PGSSE et on a fait le choix donc ensemble de suivre la méthodologie du guide de l'ASTE. Ce guide de l'ASTE, donc vous pouvez le voir en image sur vos écrans. Il est trouvable gratuitement sur Internet via leur site de l'ASTE. Il suit 10 modules, donc on va dire 10 étapes distinctes pour mettre en place le PGSSE et suivre son évolution dans le temps. Et il vous permettrait aussi d'avoir une liste des dangers et des événements dangereux qui est relativement exhaustif puisque l'Excel fait environ 1500 lignes et donc va vous proposer des événements dangereux sur lesquels vous allez pouvoir vous baser au départ pour prévoir votre analyse des risques, savoir si votre périmètre est concerné ou non. Donc c'est déjà une bonne base de travail pour commencer à se poser des questions pour la mise en place de votre plan de gestion. Euh, donc voilà, ces 10 étapes, vous voyez, elles vont prendre la forme dans une petite roue, ce qui est déjà symboliquement très bien pour le PGSSE puisque c'est une boucle d'amélioration en continu, c'est-à-dire un PGSSE, ça s'arrête jamais. Là, la mise en place que vous prévoyez de faire, ça va être la première boucle, donc toute la partie interne, vous voyez, avec le noyau central et puis toutes les 6 autres qui tournent autour. Mais en réalité, une fois que c'est mis en place, vous avancez à votre rythme et puis à minima tous les 6 ans, vous allez avoir par la réglementation une obligation de reprendre cette démarche pour savoir si de nouveaux risques sont apparus. Si oui, est-ce que les cotations, le risque a également évolué? Donc ça va être vraiment une démarche qui est pas à pas, qui se veut évolutive et qui essaye toujours d'être pragmatique. C'est que faire le plus simplement possible pour améliorer notre qualité et notre quantité en tout temps. Pour vous donner une idée, donc sur une petite commune comme Harry, la démarche a commencé en réalité en mai 2022 avec une réunion de départ où à l'époque c'était encore la compétence appartenait encore à la commune. Donc on avait présenté qu'est-ce qu'était PGSSE, la méthodologie justement, la valider, les personnes qui allaient suivre de part et d'autre la démarche, que ce soit à la commune comme parmi les exploitants, donc chez nous la SOR. Il y a eu bien entendu des visites des installations pour voir leur état, pour prévoir déjà est-ce que tout semblait suivre d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue mise aux normes pour la sécurité aussi des personnels qui allaient travailler dans ces lieux. Et en fait, on a eu un petit, comment dire, un petit temps d'arrêt où vraiment la démarche a repris presque un an et demi plus tard, en octobre 2023, où on a fait la première réunion pour présenter le constat. Donc ce constat-là, c'était quoi? C'était en fait, après les visites de site, on avait déjà fait un premier lieu pour dire, voilà, vis-à-vis des actes de malveillance, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est en voie d'amélioration, qu'est-ce qui... et on va dire une mise en place de fiches qui était comme une fiche synthétique, comme une carte d'identité des ouvrages pour dire, voilà les informations qu'on a. Donc pour les ressources, typiquement que nous disait la DUP, est-ce qu'on avait le droit de prélever jusqu'à combien? Est-ce qu'on suivait déjà les normes? Est-ce qu'il y avait des problèmes qualitatifs, que ce soit physiques, chimiques ou bactériologiques sur ces ressources? Ce genre d'informations simples qui permettaient d'être retrouvées sur une fiche recto verso et qui, dans le cadre de l'exploitation, nous permettait, nous, si jamais on avait des astreintes avec des personnes qui ne connaissaient pas forcément ici, de se retrouver très facilement, mais aussi pour la commune, de connaître au mieux ces installations et de voir directement les points qui pourraient poser problème. Donc, c'est plus généralement, d'octobre 2023 à mai 2024, donc une fois ce constat fait, on est parti sur une analyse des risques, puis sur la mise en place d'un plan d'action qui, vous voyez, a pris environ 9 mois à être mis en place et validé. Depuis juin 2024, nous avons validé cette mise en place PGSSE et donc nous sommes dans la phase du plan d'action où en fin de compte nous avons prévu plusieurs actions correctives et préventives à mettre en place sur les 5 prochaines années et donc c'est ces actions-là que nous sommes en train de mettre en place. Pour être tout à fait honnête, nous avons un petit moment de stand-by puisque avec
la loi NOTRe et le changement de compétences, on est passé donc d'un pilote qui était la commune à maintenant la communauté de communes de Mademoiselle, qui est d'ailleurs représentée aujourd'hui par Monsieur Allogo. Donc le temps de remettre en place, de revalider la démarche avec eux, puisque c'est eux maintenant qui ont la compétence. On a eu une petite année, la 2025 de latence, et on espère bien pouvoir reprendre la main pour 2026. Mais vous voyez, c'est au départ, on avait prévu un plan. On a eu des aléas qui n'étaient pas forcément prévisibles, et ben c'est pas grave, on le réadaptera. Donc, pour revenir sur la méthodologie du guide de l'AST, la première chose qu'ils nous demandaient, c'était de mettre en place une équipe qui allait suivre le PGSSE pour s'assurer qu'il est mis en place correctement. C'est quand même un échange entre la collectivité. Pour le coup, elle a choisi de travailler main dans la main avec nous, l'exploitant, mais il fallait qu'on soit forcément main dans la main et validé à chaque étape, puisque le PGSSE appartient à la collectivité. Donc ça, c'est la version actualisée avec la communauté de communes, mais vous voyez, l'idée est toujours la même. C'est on va avoir un pilote de la PRPDE, donc c'est-à-dire vous, qui est représenté par la communauté de communes. On va avoir leur technicien qui va être amené plus ou moins à travailler dans la démarche. Alors, pas forcément sur Harry, puisqu'on est encore en délégation de service public, du moins pas tout de suite, mais peut-être sur la partie en régie pour déjà être sensibilisé au plan de gestion. Et on a gardé Monsieur Dupuis, qui était l'adjoint au maire, qui en fait a suivi toute la démarche, la mise en place du PGSSE pour garder un historique. Et surtout, il connaissait particulièrement bien sa commune, son fonctionnement, donc il y avait tout un intérêt à le garder. Mais aussi, dans cette équipe pilote, alors, bien moins souvent, plutôt pour des réunions, on va dire, où on statuait sur l'analyse des risques, voilà ce qui avait été fait, et puis ensuite sur le plan d'action, on pouvait être amené aussi à demander à l'ARS de venir pour leur présenter le plan, pour avoir leur avis, est-ce qu'on semblait partir dans le bon sens ou pas, mais aussi tout ce qui était agence de l'eau et pourquoi pas la MATEC, puisque certains travaux étaient en cours, donc pour avoir aussi leur avis. C'était l'idée d'avoir vraiment plusieurs opinions et au besoin de ramener aussi d'autres acteurs extérieurs pour vraiment avoir un PGCSE qui brassait large et qui prenait en compte un maximum d'événements dangereux qui auraient pu venir impacter la qualité ou la quantité de l'eau. La deuxième slide vous présente alors plutôt les différents acteurs qui ont contribué au PGSSE du côté exploitation. Alors, nous, encore une fois, on les a aidés à mettre en place, mais il faut savoir que si vous avez un exploitant, même si vous passez par un bureau d'études ou vous souhaitez le faire vous-même, n'hésitez absolument pas à demander à votre exploitant de venir donner les informations, sa connaissance du réseau, parce que de toute façon, il a une obligation envers vous, c'est de vous conseiller. Donc, il faudra le mettre dans la boucle. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme le choix de la commune d'Harry, de les prendre en personnes qui vont vraiment vous accompagner dans la démarche. Mais il faudra qu'il soit un moment mis dans la boucle, venir en certaines réunions pour donner sa connaissance du réseau, son expérience. Euh, Parce que sinon, vous risquez de passer des fois sur certains événements qui pourraient être pris en compte et qui vont passer à la trappe si vous n'avez pas la personne qui travaille sur vos installations, sur votre réseau en continu. Nous, pour vous donner une idée, donc on avait forcément le responsable de territoire qui était dans la boucle, le chef de secteur parce que c'est lui le principal interlocuteur pour les collectivités. Ensuite, on avait tout ce qui était responsable de qualité, donc ça va être tout ce qui est suivi de la chimie des eaux avec le chimiste juste derrière. Et ensuite, une personne pilote de la SOR qui suivait à toutes les réunions, qui était une des petites mains qui venait agrémenter tout ça pour la mise en place du PGSSE, qui était, on va dire, tout autant investi que Monsieur Dupuis du côté collectivité. Bien entendu, ça c'est, on va dire, l'équipe interne. Vous pouvez avoir, suivant les besoins, les problématiques, d'autres services de votre exploitant, de l'exploitant qui était mis dedans, que ça soit toute la partie maintenance, donc on va dire électromécanique, toute la partie chimie, la clientèle, pourquoi pas s'il y avait des problèmes à remonter, tout ce qui pourrait être lié aussi à l'hydraulique, le patrimoine, et bien entendu, on avait aussi un référent national PGSSE, donc il était pas dans la boucle directement, mais si jamais, on le voyait avec lui pour voir la démarche et autres. Donc voilà, c'était vraiment une idée de il faut travailler pas à pas, on va avoir différents contributeurs. Maintenant, c'est pas forcément à chaque réunion, mais de brasser large et d'avoir le maximum d'expérience possible et de vision possible.
La deuxième partie, donc pour prévoir un bon plan PGCSE et suivant le guide de l'AST, c'était de mettre en place une base de connaissances. Donc vous voyez, la première partie a été en fait de récupérer tous les documents qui nous permettaient de connaître au mieux le périmètre. Que ça soit la déclaration d'utilité publique, donc la DUP, que ça soit un simple schéma altimétrique du réseau qui nous permettait déjà de bien nous situer où étaient les ouvrages, comment le réseau fonctionnait, les avis d'hydrogéologique sur lesquels les DUP avaient été mis en place, tout ce qui était dossier préalable également qu'on a pu retrouver justement dans cette phase de recherche et la mise en place de fiches, comme je vous ai expliqué, une contre les actes de malveillance et une fiche instruction liquide qui est en fait la petite carte d'identité de chaque ouvrage. Tout ça, ça nous permettait d'avoir une base solide sur laquelle on allait se baser ensuite pour faire une analyse des risques euh, sur, sur notre périmètre. Donc, comme vous pouvez le voir, ensuite, la phase module 3 et 4, c'était vraiment étude des risques, donc notre analyse. Là, la petite image que vous voyez en tout petit, en fait, c'est la matrice proposée par l'AST qui permet d'avoir un listing de différents éléments dangereux. Donc, vous voyez, c'est coupé en 3 blocs. Il y a un gros bloc ressources. Ensuite, vous avez un bloc traitement pour chacune de vos usines. Et en bas, un bloc distribution où vous allez retrouver votre stockage avec vos réservoirs et toute la partie réellement réseau. Vu que c'est pas très lisible, vous pouvez voir ensuite à droite différents thèmes qui sont abordés dans ces listings, que ce soit d'un point de vue qualitatif via les THM, les CVM, mais aussi tout ce qui pourrait être dysfonctionnement de pompage si vous fonctionnez avec des pompes, tout ce qui peut être décrochement du biofilm dans les conduites. Est-ce que vous avez des grosses consommations qui pourraient amener à certaines perturbations du réseau, ou si vous voulez prévoyez pas des fois avec des aléas où vous n'êtes pas sûr de pouvoir produire suffisamment, tout ce qui jusqu'aux choses les plus simples qui sont la coupure d'électricité, acte de malveillance, risque naturel. Ça brasse vraiment très large et ça vous permettra d'avoir une bonne base. Avec tous ces différents événements dangereux, dans le cas de la commune d'Ary, ça nous a permis d'étudier environ 205 événements dangereux différents. Parmi ces 205 événements dangereux, alors des fois on va dire on retrouve le même, c'était juste, on a étudié par exemple le risque de pénurie d'eau pour une source, et bah cette ligne va réapparaître pour chacune des deux autres sources parce qu'elles ne sont pas forcément au même endroit, donc elles n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Ces 205 événements dangereux étudiés, vous pouvez le voir avec le diagramme à gauche qui peut faire peur avec sa pourcentage de rouge. En réalité, si on les prend en tant que tels, ces événements dangereux pouvaient être plus ou moins graves et avoir des conséquences pour la qualité et la quantité d'eau. Mais en fin de compte, après étude des mesures de maîtrise existantes, alors ça c'est un joli mot pour dire tout ce qui est déjà en place, tout ce qui est déjà fait, parce qu'en réalité il y a beaucoup de choses, c'est du bon sens, c'est déjà mis en place, vous n'avez pas attendu le PGSSE pour le faire. Et rien que ça, avant même de faire une quelconque action corrective, vous pouvez voir que on est passé quasiment en inversion, le rouge est devenu en vert, donc c'est déjà maîtrisé. En théorie, vous pourriez avoir des petites choses à faire, mais c'est pas d'une urgence et c'est considéré comme l'événement dangereux. Vous le connaissiez, vous l'aviez pris en compte et vous aviez déjà prévu des choses pour qu'il n'arrive pas, ou s'il arrive, ça ne porte pas à conséquence pour votre distribution. Et donc, dans le cas d'Harry, sur les 205 événements dangereux étudiés, on est arrivé qu'à 55 événements dangereux qui ont été considérés insuffisamment maîtrisés et qu'on garde pour le plan d'action qui arrive ensuite. Vous voyez donc sur ces 55 événements dangereux, on va par contre brasser relativement large. On va autant toucher tout ce qui est ressources, achat d'eau, que les traitements qui arrivent à l'usine, que tout ce qui va être stockage et distribution. Là-dessus, il n'y a pas une partie qui va sortir plus que les autres. Et dans un sens, tant mieux, ça prouve que dans ce qui reste en insuffisamment maîtrisé, en fin de compte, ça brasse large. Il n'y a pas vraiment un gros point qui n'avait jamais été pris en compte dans le cas du périmètre pour Harry. L'idée d'après, c'était une fois qu'on avait fait ce constat de ce qui allait pas, c'est que faire comme action pour essayer d'augmenter notre maîtrise, donc c'est-à-dire de repasser un maximum de ces actions en vert. Si j'utilise, on va dire, le code couleur assez simple. Donc, sur ces 55 événements dangereux, nous, on est arrivé à proposer un plan d'action, toujours bien sûr en lien avec la collectivité qui a validé chacune des actions et chacune des échéances, 82 actions différentes. Bien entendu, certaines de ces actions, elles vont pouvoir jouer sur l'influence de plusieurs de ces 55 événements dangereux. L'idée, c'était de ne pas
trop ajouter d'actions pour que ce plan d'action reste pertinent et reste réaliste dès le départ. C'est ce que je vous disais au tout début. L'idée, c'est la commune d'Arry, d'accord, c'était pas une grande com, elle n'avait pas forcément beaucoup d'argent, mais dans ce qui était possible, voilà ce qu'elle souhaitait faire, donc on l'a remis dedans. Pareil, les programmes de travaux qu'elle avait déjà prévus, ça a été réintégré dedans, et parce que il faut que on avance dans un même sens. S'il y avait des choses après qui seront sorties, mais qui n'étaient pas forcément d'une urgence, et ben c'est pas grave, ça apparaîtra dans une deuxième boucle si rien ne ressort d'ici là. Maintenant, si on fait un petit focus sur la ressource et puis vous permettre de présenter un petit peu plus qu'est-ce que je parle par événement dangereux, qu'est-ce que je parle par action. Dans le cas de la ressource, donc comme je vous disais, nous avions 3 ressources différentes qui venaient de la nappe d'accompagnement de la Moselle, plus la sécurisation avec le syndicat des eaux de Verny. On a une source que vous voyez ici en nord en point rouge qui était en milieu urbain et 2 sources qui sont plus au sud qui étaient au milieu des champs. Donc forcément déjà là, on n'a pas forcément les mêmes événements dangereux qui peuvent apparaître. Pour la source qui était en milieu urbain, dans les événements dangereux particulièrement étudiés et qui sont ressortis insuffisamment maîtrisés, on avait tout ce qui était acte de malveillance avec la contamination intentionnelle de l'eau. C'est-à-dire, grosso modo, il n'y avait pas forcément de clôture pour protéger le périmètre de protection immédiat. On n'avait pas forcément de détection anti-intrusion. Donc, est-ce que ça allait sonner ou pas si on avait quelqu'un qui ouvrait la trappe? C'était pas forcément mis en place. Donc, il y avait cette idée-là de si quelque chose arrive, il faut que nous soyons prévenus pour directement couper l'alimentation en eau. On avait aussi les effets de diverses activités domestiques. Alors, on sait que dans les petits villages, on avait déjà plusieurs abonnés qui avaient des cuves à fioul, par exemple, dans leur cave. Bah, ça pourrait poser un problème vu qu'on était dans un périmètre de protection rapproché. Aussi, on avait aussi quelques cas d'assainissement non collectif. Donc, pareil, suivant où ça allait, ça aurait pu venir impacter la ressource directement. On avait un poste EDF aussi qui était juste à côté de la ressource et de l'usine, vu que les deux sont vraiment côte à côte. Donc ça pouvait poser un problème d'un point de vue électrique s'il y a un départ de feu se déclarer, pardon. L'accident routier, puisqu'on est en milieu urbain, on est à côté de la route principale. C'était pas impossible. Tout ce qui était pesticides, engrais, parce que d'après l'historique ARS, on avait quand même une pollution qui était apparue il y a 4-5 ans de ça, malgré le fait qu'on soit en milieu urbain. Donc il a été repris en compte. Tout ce qui était perte d'eau brute, car tout ce qui était casse des drains, le manque d'entretien, ça n'avait jamais été fait. On sait que quand on avait récupéré le contrat au début, la sœur avait vu beaucoup de queues de renard, donc c'est-à-dire beaucoup de racines qui avaient empêché une partie de l'eau d'arriver. Donc ça prouvait qu'il y avait cette problématique qui pouvait avoir un tarissement de la ressource juste par manque d'entretien. Insuffisance de la ressource, vu que c'était une ressource de surface, avec les sécheresses successives, on pouvait voir des baisses relativement conséquentes en période estivale, donc on s'était gardé aussi ce risque. Et tout ce qui était ancienne déchetterie dans le PPR, c'est le petit point en bleu que vous pouvez voir sur la diapo. Dans le périmètre de protection, on avait une ancienne déchetterie des années 50-60 qui était dedans, et donc pourquoi pas, suivant ce qu'il y avait dans cette déchetterie, pouvait impacter la qualité de la ressource. Dans le cas de nos 2 sources qui sont, eux, plutôt au plein milieu des champs, alors on retrouvait toujours cet acte de malveillance, car la clôture n'était toujours pas présente et on pouvait avoir certaines détections qui n'étaient pas mises en place. Toujours ce problème de pesticides d'engrais, puisque clairement, de part et d'autre du périmètre, il y avait des champs, il y avait une culture agricole, donc il fallait surveiller ces paramètres. Pour une des 2 sources on n'avait pas de clôture et un des champs à côté, c'était littéralement permettait pour brouter aux moutons. Donc les moutons venaient complètement sur la ressource et donc pouvaient apporter un certain impact qualitatif bactériologique. Et perte d'eau brute, c'était exactement la même qu'avant. La suffisance de la ressource aussi. Et accès partiel compliqué, c'est parce que chaque année, le chemin se faisait grignoter petit à petit par les champs. Et donc à la fin, en fait, le chemin était vraiment jusqu'à 80 cm par certains endroits. Vous imaginez bien que pour l'exploitation, dès qu'il faut ramener un petit peu de matériel ou autre, ça commençait à devenir pas vivable. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui n'était pas forcément prévue. C'est pas un événement dangereux dans le sens qualitatif en soi, mais pour un bien d'exploitation, pour bien continuer à pouvoir y aller, ça a été quand même mis en événement dangereux, même si on peut le discuter. Mais vous voyez, ça, on a personnalisé le PGSSE pour faire rentrer un problème qu'on souhaitait prendre en sujet pour essayer d'améliorer la situation.
Et bien sûr, l'achat d'eau, alors on va dire une achat d'eau, il y a beaucoup moins de problèmes. Il s'est avéré que dans l'achat d'eau qu'on achetait, l'eau n'était pas potable parce qu'on dépassait les seuils de chlorure. Donc ça, c'est pas grave, mais il faut le prendre en compte que si on ouvre l'eau pour que les abonnés aient un minimum d'eau quand même au robinet pour pouvoir faire leur machine ou autre, bah, il fallait informer très rapidement la population que l'eau n'était pas buvable en tant que telle, qu'on n'avait pas de convention mis en place. En réalité, on avait une convention, mais qui avait expiré depuis une dizaine d'années, donc il fallait refaire toute la démarche pour que la convention soit légalisée. Et un dysfonctionnement, pourquoi pas, de l'interconnexion, c'est puisqu'elle était utilisée que très ponctuellement, c'est s'assurer que le jour où on a besoin d'ouvrir la vanne, par exemple, et ben, que la vanne ne soit pas bloquée, de s'assurer qu'on puisse alimenter la commune en eau. Donc, une fois que ces principaux événements dangereux avaient été sortis, voilà grosso modo les actions qui ont pu être mises en place, où vous voyez certaines images pour vous donner une idée. Alors, bien sûr, comme je vous le disais, il manquait des clôtures pour chacune des ressources, donc ça serait déjà de clôturer le périmètre de protection immédiat. Alors, d'après un autre guide de l'AST, je ne vais pas dire demander parce que c'est plutôt, il préconise d'installer une clôture rigide. Donc, nous, on est reparti en action d'installer une clôture rigide de 2 mètres avec le portail qui est sécurisé à la même hauteur. Le portail sécurisé, c'est-à-dire juste qu'on ait un moyen d'ouverture qui ne soit pas ouvrable par tout le monde. Typiquement, je pense aux trappes, que ça soit pas des clés triangles. Parce que si vous faites un petit peu de bricolage, vous savez très bien qu'une clé triangle, on peut l'acheter dans tous les magasins. L'idée, c'était vraiment une clé spécifique que si on n'est pas habilité, on n'est pas censé l'avoir, on ne peut pas faire de copie. Pareil, pourquoi pas d'ajouter de fausses caméras, au moins pour celui au milieu urbain, c'est-à-dire on va pas mettre de vraies caméras, ça pourrait apporter un coût, mais est-ce que le jeu en valait la chandelle pour le prix? C'était pourquoi pas pour que les badauds se sentent peut-être surveillés s'ils avaient des idées, de mettre juste une fausse caméra. Très souvent, en fait, on voit que les squattages autour et autres ont beaucoup baissé. Et dans le cas toujours de la ressource en milieu urbain, c'était une interdiction de stationner parce qu'il faut savoir qu'en fait, historiquement, notre ressource était juste une plaque en fonte et on pouvait stationner dessus. C'était le parking de la mairie, enfin de la mairie et de l'église. Donc vous voyez, rien que ça, on peut se dire ah bah la voiture, elle perd un petit peu de fuel, ça tombe directement dans notre ressource. Donc déjà ça, c'était vraiment pour avancer et essayer de faire, oui, c'est pas parfait, mais au moins on limite la possibilité que ça arrive. Pour tout ce qui était plutôt sécurisation de la ressource, donc vous voyez, action très simple, élaborer une convention. Si à Shadow, informer la population que l'eau n'était pas potable, suite à ce que je vous disais avec cette problématique chlorure, et bien sûr qu'on ait des procédures de gestion de crise qui soient prévues, c'est-à-dire le moins de problèmes. Et puis après, quand on aura à nouveau suffisamment d'eau des ressources, comment on va purger tout ça pour que l'eau qui arrive aux abonnés soit directement potable. Tout que toute cette procédure soit déjà inscrite, qu'elle soit connue pour qu'en fait on ait un maximum de réactivité. Et prévoir une vérification de l'état de l'interconnexion, là c'était vraiment maintenant, même si on n'achète pas d'eau, tous les 2 ou 3 ans, de venir manœuvrer la vanne pour s'assurer que le jour où on souhaite l'ouvrir en urgence, elle soit disponible et puisse s'ouvrir sans difficulté. Plus généralement, au niveau de la ressource, je vous disais qu'il y avait un problème qualitatif, notamment en période estivale, c'était de prévoir un tarage ponctuel pour s'assurer de se faire le suivi du débit qui arrivait de la ressource, de prévoir un entretien annuel, donc contre tout ce qui était racinaire. Pour ça, maintenant, on est sûr qu'on va plus laisser ça en perdition et attendre que la ressource soit totalement captée par les racines pour se dire il y a un problème. Installer, pourquoi pas, dans un second temps des débitmètres. Pour ça, on suivrait en continu vraiment la variation du débit. Et voyez, prévoir par la PRPDE le suivi des ventes immobilières. Ça, c'était vraiment pour l'idée de pendant les ventes immobilières. Alors, on a mis PRP2, maintenant il faudrait dire par la commune, puisqu'on a changé de collectivité, mais c'était pour avoir le suivi, vu que c'est à ce moment-là qu'on peut vérifier quel est le système d'assainissement, s'assurer qu'il soit aux normes, savoir s'il y a une présence de cuve à fioul. Ça, c'était vraiment juste pour garder un historique, un listing, et obliger, entre guillemets, à ce que au moins les ventes des maisons soient faites dans les normes actuelles et pas laisser des problématiques, des choses qui sont dans des états pas possibles et qui pourraient venir impacter notre ressource avec le périmètre.
Sensibilité les habitants sur la présence de puits. Alors là, c'était toute la particularité sur les retours d'eau. C'est-à-dire on est en milieu rural, donc il peut avoir quand même un certain nombre d'habitants qui ont des puits privés et qui ont relié cette ressource, donc non potable, avec leur réseau d'eau privée qui mélange donc l'eau potable qui vient de ces sources. C'est sous certaines conditions, des fois, on peut avoir une pression qui, en fait, ramène de l'eau qui n'est plus potable suivant les normes dans le réseau de distribution publique. Donc là, c'était leur rappeler leur obligation d'avoir un disconnecteur, ce genre de choses. Des courriers de sensibilisation et qu'il fallait qu'ils entretiennent leur disconnecteur si jamais ils en avaient un. Assurer un suivi des données ARS, alors ça c'était bête et méchant, c'est très souvent on reçoit les rapports des analyses ARS, on regarde, bah, tout va bien et on fait pas de suivi dans le temps. Là c'était vraiment de mettre en place tout simplement un Excel qui permet d'avoir un suivi et qui soit regardé, mis à jour assez régulièrement pour qu'en fait cet historique nous permette de voir si jamais il y a des tendances qui évoluent. Rechercher des informations sur l'ancienne déchetterie. Alors ça, c'était ce que je vous disais, on avait une ancienne déchetterie sur le périmètre de protection rapprochée de la ressource qui est en milieu urbain. Pourquoi? On ne savait pas trop ce qu'était cette déchetterie. Dans la DUP ou la ville d'hydrogéologue, ils n'en parlaient pas du tout. Et on n'avait pas d'informations. Donc c'était vraiment chercher quel est ce type de déchetterie. Est-ce que c'était inerte? Est-ce qu'il y avait un risque de pollution? Donc voilà, c'était déjà trouver des informations et si oui, voir le curatif plus tard. Et étanchéifier les regards au brut, installer une trappe d'accès à l'eau verrouillée et sécurisée. Là, on en revient toujours à cet acte de malveillance parce que ça manquait sur les tous. Donc c'était renouveler tous ces capots. Donc, difficultés rencontrées, bénéfices obtenus. Alors, après échange avec Monsieur Dupuis, pour lui, au niveau difficulté, ce qui ressortait, c'était la démarche qui demandait de l'investissement. Alors, il le considérait pas encore comme chronophage, parce qu'il disait qu'en fait, la plupart, enfin, tout le travail de fond avait été quand même bien fait par le délégataire. Alors, dit comme ça, on a l'impression que quand je jette des fleurs à mon entreprise, c'est pas l'objectif voulu. Mais que c'est plutôt, je pense, à prendre dans le sens, c'est si vous avez l'impression que le PGSSE, c'est un travail quand même qui va demander beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, je peux vous le confirmer. Donc, si dès le départ, vous pouvez vous mettre avec un bureau d'études, avec votre délégataire, avec peu importe qui vous trouvez compétent et qui puisse vous permettre de suivre la démarche, que vous ne soyez pas seul dans cette mise en place, dans cette analyse des risques, notamment qui peut être très fastidieuse, n'hésitez pas, échanger, essayer de voir comment ça se passe, même échanger avec d'autres collectivités pour voir les plis qu'ils ont pris directement. Mais c'est certain que ça va vous prendre du temps à mettre en place. Ne croyez pas que ça va se faire tout seul. Et même dans le cas, et vous voyez, d'une petite commune comme Harry, pendant 9 mois, on a fait une réunion par mois pour essayer d'avancer au maximum. Et ensuite, maintenant, on est dans le plan d'action, donc on s'est engagé symboliquement à faire nos actions. Je dis symboliquement parce qu'en fait, on s'est engagé à rien, mais nous, on est parti du principe qu'on allait faire 82 actions. L'objectif, c'est que dans 5 ans, on dise on a fait nos 82 actions, ou du moins un maximum de ces actions. Donc, il faut garder la cadence, il faut garder l'envie de vouloir les faire, l'ambition. Donc, oui, ça demande du temps, de l'investissement pour s'assurer que tout soit fait et que ça avance dans le bon sens. Une autre difficulté, c'était rester mobilisé sur la durée. Donc, vous voyez, je suis déjà arrivée sur mon 12e point. C'est maintenant qu'on a fini cette mise en place, il faut que le PGSSE avance, que cette première boucle soit faite, donc la mise en place de ces actions. Par contre, on a quand même trouvé des bénéfices avec, pour la collectivité, tout ce qui était partage de l'élaboration du PGSSE. Ça a permis à des personnes qui n'étaient pas forcément connaisseuses de leur réseau, de savoir comment ça fonctionne, de pouvoir échanger directement avec des personnes du monde de l'eau, donc qui permet d'expliquer certaines nuances, certaines subtilités, et surtout d'avoir une certaine transparence entre le délégataire et la collectivité, qui n'aurait peut-être pas forcément eu lieu avant, non pas parce qu'on ne veut pas être transparent, mais c'est juste quand on ne prend pas le temps de se poser autour d'une table, bah, très souvent les échanges sont limités, on va dire. Valoriser le travail réalisé et assure le suivi de la connaissance dans le temps ainsi que sa traçabilité. Ça, c'est vraiment toute la partie où, en fait, le PGSSE, au moins, on va l'inscrire quelque part. Dans un seul document, on va retrouver tout un historique, toute une connaissance qui aurait pu être perdue au prochain mandat, au changement de délégataire, ce genre de choses. Parce que quand on part, eh ben, si on n'a pas d'écrit, c'est très compliqué de récupérer ensuite la connaissance. Tout ce qui était aussi contribution à renforcer la transparence et la communication entre la PRPDE et son délégataire.
Là, c'était vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand on est autour d'une table, qu'on échange sur des problématiques, de se dire d'accord, bon, je vois que ça c'est pas bien, c'est pas bon. Pourquoi, comment, de comprendre aussi les différences, le point de vue, qu'est-ce qui a pu amener à ces retards. Et l'idée, c'est vraiment, je dirais, notamment si vous souhaitez passer par votre délégataire, que vous ayez confiance en lui parce que forcément, il va remonter des points où il sera pas toujours bon. S'il vous dit qu'il est bon partout, je vous dirais, bon, soit il est vraiment très bon partout, soit là où vous pouvez avoir une petite interrogation, et c'est peut-être pour ça que c'est pas mal de passer par un bureau d'études qui permet d'avoir un regard neutre si vous le souhaitez. Mais vous voyez, il y a cette notion de confiance et de transparence qui a permis d'être mise en avance lors du PGCSE. Et le PGCSE, bien sûr, est un document dynamique qui doit faire l'objet d'évolution, et les propriétés de la PRPDE, c'est de toute façon, même peu importe qui vous fait le PGSSE, il vous appartiendra à vous. Donc, c'est-à-dire que c'est un document qui va être suivi chez vous, collectivité. Vous est rendu, peu importe que ça soit le délégataire qui vous le fasse, un bureau d'études, il vous appartient. Et surtout, c'est un document qui n'est pas voué à être lu une fois, on l'avait fait, vous le mettez dans le placard, il ne bougera plus. Non, c'est un document qui, s'il est bien fait, vous permettra en fait d'être mis à jour assez régulièrement, de suivre les changements de cap si jamais vous avez des problématiques pardon, qui ressortent. C'est vraiment un document qui vous permet de tout centraliser et d'évoluer dans le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'étais claire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Léa. Ça permettait vraiment, je pense, de se projeter un peu plus dans la démarche de manière concrète. Donc, on a un tout petit peu débordé sur le timing. Si vous avez encore un peu de temps à nous consacrer, on va passer aux questions. Monsieur Alogo, je vois que vous avez baissé la main. Si jamais vous voulez poser votre question à l'oral, n'hésitez pas à la relever, ou alors vous pouvez la poser dans la conversation. Donc, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. En premier lieu, merci pour cette présentation. Est-ce que le document présenté nous sera transmis? Oui, oui, vous aurez accès aux présentations à l'issue du webinaire, pas de souci. En ce qui concerne le PGSSE qui doit faire partie du groupe de travail, alors Léa a présenté un exemple avec la commune d'Ary, donc c'était les élus, les personnes du service technique, éventuellement le délégataire, le bureau d'études, mais je ne sais pas si Julien, tu veux repréciser, ajouter quelque chose? Effectivement, et aussi pour associer les services de l'État, hein, parce que l'agence de l'eau ou l'ARS. Hein. Donc, notamment, nous, on participera, enfin, vu que vous avez bien compris, il y a beaucoup de PJCG de procédures hein, qui se lancent hein, sur le département, donc on ne peut pas forcément intervenir hein, sur l'ensemble des comités de pilotage. Mais en tout cas, on va essayer d'être présent sur la première réunion, la réunion de lancement pour toutes les collectivités hein, qui possèdent un captage sensible, donc pour les procédures qui vous concernent. Merci. Alors la question suivante, c'est lorsque les acteurs à impact sont identifiés, quelle démarche faut-il faire et auprès de qui? Je ne sais pas si vous pouvez préciser peut-être ce que vous entendez par acteur à impact. Attendez, je peux peut-être permettre d'ouvrir votre micro. Voilà, si vous voulez préciser. Là, j'imagine que c'est par exemple des agriculteurs, voilà, si par exemple on constate qu'il y a un agriculteur ou une industrie dans l'aire d'alimentation de captage, quelles sont les démarches qu'il faut faire auprès de ces acteurs. J'imagine que c'est ça la question. Bah, je sais pas, Madame Baudouin, peut-être que vous voulez dire un peu enfin, ce qui a été fait sur Harry, mais dans le but, hein, c'est effectivement d'aller les rencontrer et puis d'échanger hein, sur les pratiques dans ces périmètres, est-ce qui pourrait voilà, impacter la ressource en eau, et puis trouver des solutions avec ces différents acteurs voilà, qui permettent de répondre aux enjeux. Si jamais votre micro, vous pouvez l'activer en haut à droite de votre écran. En attendant, on va passer à la question suivante. Lorsqu'un problème de pollution a été identifié, entre parenthèses, par exemple pour une carrière, pourquoi l'autorisation de continuer à exploiter est-elle donnée par la préfecture et pourquoi l'ARS ne vient pas en soutien des collectivités? Ah,
Alors là, je pense que référence à certains dossiers, enfin, voilà, qui existent, hein, enfin, qui sont présents sur le territoire actuellement. Donc, déjà, il faut savoir que c'est pas l'ARS qui gère les autorisations, hein, des carrières, hein. Donc nous, on est forcément consulté, hein, par le service qui gère ça, hein. Donc c'est la DREAL, il me semble, hein. Donc voilà, qui instruit les demandes d'autorisation. Dans ce cadre, nous, l'ARS, on est consulté. Et si effectivement on constate qu'il y a un impact, hein, que l'activité a un impact sur la ressource en eau, euh, on peut mettre un avis défavorable, voilà, au projet. Donc il arrive aussi que dans certains dossiers, on demande même l'avis d'un hydrogéologue agréé, hein, sur l'activité qui peut donc statuer sur la non-compatibilité, hein, de l'activité avec la préservation de la ressource, et donc qui peut donc, justifier notre avis défavorable, mais aussi qui peut définir, hein, des mesures compensatoires qui peuvent être mises en place pour s'assurer, voilà, de la pérennité de la ressource. Donc voilà, comme vous dites, l'ARS, bah, elle fait tenir un soutien des collectivités, mais le fait que c'est pas nous qui instruisons à tous ces dossiers-là, enfin voilà, nous, on est juste acteurs de la procédure et voilà. Je sais pas si vous pouvez préciser peut-être les dossiers qui est concerné, ou enfin voilà, mais en tout cas, c'est les éléments. Merci, oui, j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à préciser. Et Monsieur Alogo, si vous pouvez voulez-vous poser votre question, normalement, votre micro est activé. Attendez. Attendez. Oui, Ok, merci. En tout cas, merci pour la présentation, hein, et puis toutes les informations qu'on a eues en complément. Je rejoins effectivement la présentation de la commune d'Ari. C'est vrai qu'on est en train de travailler là-dessus. On va inviter un peu aussi l'ARS là bientôt parce qu'on a pu lancer notre marché de schéma directeur. On est en train de choisir les candidats. On va joindre effectivement dans la démarche PSE des autres captages qu'on a en gestion. Celui d'Harry, on mettra effectivement une actualisation pour pouvoir poursuivre celui d'Harry, quoi. Donc, sur ce point-là, je pense que les choses vont un peu mieux avancer par rapport à cette année-là. La question qu'on avait, nous, c'était de savoir si, dans le cadre dans la mesure où on est en train de mettre en place notre schéma directeur qui sera associé aussi, on va associer dans le schéma, le plan. Est-ce qu'on a la liste, effectivement, nous on voulait savoir, hein, est-ce que dans les 30 communes concernées aujourd'hui, dites communes sensibles, est-ce que cette liste, elle est accessible effectivement auprès de l'ARS? Est-ce qu'on peut en avoir connaissance, le fait de savoir si on est concerné ou pas? Parce que l'idée est quand même là de pas partir aussi en aveugle, hein, entre les captages qui sont définis non sensibles et les captages dits sensibles, quoi. Donc, l'idée aussi est de savoir si cette liste-là, on a possibilité de l'avoir, quoi. Oui, je pense que ça pose pas de souci, hein. Je pense qu'on pourra l'associer du moins, aux éléments transmis à la présentation. Donc la liste des captages d'âge du département avec les collectivités concernées. Mais voilà, donc comme ça a été dit auparavant, hein, la liste, hein, des captages sensibles va évoluer, donc avec des nouveaux critères, hein. Donc très prochainement, donc à ce moment-là, on ressollicitera, bah, l'ensemble des collectivités qui sont concernées par cette nouvelle définition. Oui, parce que nous, c'est important de savoir, parce que c'est pas la même chose quand on est en captage sensible et non sensible. J'ai Mmh, vu dans la présentation qu'il faut juste un avis d'un hydrogéologue. mmh. Nous, il faut savoir si on engage plutôt cet avis-là ou si on engage la mise en place d'un plan complet. Et donc, c'est important pour nous, les élus, je pense que ça va les intéresser à savoir, parce que ce ne sera pas les mêmes enveloppes qui seront en face, quoi. Donc, Et une autre question aussi sur l'étude AC. Est-ce qu'il y a une différence entre nous, comme on a repris un peu le patrimoine de l'ensemble des données, on est en train de voir où il y a les DUP actualisés ou pas, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre cette étude AC et la mise à jour d'une DUP, en fait? Ou est-ce que les études AC concernent uniquement les zones agricoles? Parce que j'ai vu que c'est très lié à l'activité agricole. Est-ce que c'est uniquement axé sur ça et que ça touche pas forcément la démarche des mises à, comment j'avais dit ça, d'actualisation et des mises à jour d'une DUP, quoi.
Alors, non, effectivement, l'AAC, hein, c'est pas la même chose hein, que les périmètres de protection, hein, du moins éloignés, rapprochés et immédiats. Hein. On est bien sur des choses différentes. Hein. L'objectif, hein, les procédures hein, ne sont pas les mêmes hein, que la procédure de DUP. Mais bon, il faut savoir que l'AAC englobe les périmètres. Donc, Oui, c'est juste, en partie des justement, périmètres. voilà, Voilà. c'est la question, justement, parce que si aujourd'hui on n'a pas le périmètre qui est défini, hein, je prends une hypothèse, hein, et Mhm. qu'aujourd'hui j'ai vu dans le diaporama qu'effectivement, si on n'a pas la délimitation, on applique au fait la surface de la commune quelque part. Donc, si on veut corréler les deux, c'est-à-dire que de l'autre côté, je dois actualiser ma délimitation, actualiser ma DUP. Derrière, je dois effectivement faire une étude AC pour délimiter la zone des périmètres auxquels je vais étudier. Donc, Mhm. c'est là où devient la question de dire, est-ce que je fais une seule étude, c'est-à-dire la démarche DUP qui va intégrer réellement l'AC, ou est-ce que je pars plutôt sur l'AC et j'intègre ma commune en direct, quoi. Vous voyez? Si j'ai pas de périmètre. Donc, c'est pourquoi j'ai envie de savoir, effectivement, entre les deux démarches, laquelle qui aujourd'hui est plutôt, est plutôt voilà, Ouais. prépondérante, quoi, ou prioritaire, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. En tout cas, en ce qui concerne l'ARS, hein, nous, on va vous préconiser, enfin, du moins recommander de commencer par la AC. Enfin, voilà, hein, de se lancer déjà dès maintenant enfin, voilà, sur la définition de la AC, hein, qui prend du temps aussi, hein, enfin, voilà, parce qu'il y a différentes études donc, à mener hein, qui sont assez poussées. Et donc, faire ça en parallèle de la procédure des DEP. Mais bien de lancer, oui, effectivement, la AC dans un premier temps. Du coup, l'agence finance les deux démarches? Alors oui, justement. Alors ces deux démarches complémentaires, effectivement, Mm, c'est un peu la complexité. mm, Aujourd'hui, voilà, ces deux démarches différentes, les périmètres de protection, c'est effectivement lié au Code de la santé publique. C'est une obligation réglementaire. C'est La ça, AC, c'est tout à plus fait. lié au Code de l'environnement. Alors nous, on finance effectivement. Alors aujourd'hui, en termes de périmètre de protection, hein, on a 92% des captages qui ont une DUP. Alors certaines peuvent nécessiter une révision en Une fonction révision, des tout à fait, contextes ouais. locaux. Oui, tout à fait. Ouais. Alors nous, on intervient, on va financer les procédures pour les captages, effectivement, pour les captages sensibles. Hein. On va financer les procédures de mise en œuvre des DUP. On finance les études AC sur ces captages sensibles. On finance bien les deux. Pour la mise en œuvre des DUP, on finance aussi les actions qui peuvent être mises en place dans le cadre de ces DUP hein, sur différents captages, sur les captages sensibles ou sur les nouveaux captages qui peuvent être mis en place. Donc, si je Euh, comprends bien l'approche, en mm. fait, il faut plutôt aller d'abord sur l'actualisation du document réglementaire, c'est-à-dire la DUP, et éventuellement venir en renfort à l'étude AC, fait quelque part. Si vous avez un captage sensible, il faut de toute manière faire l'étude AC. Donc D'accord. c'est complémentaire. Donc en fait, il faut faire effectivement les deux. Euh, après, ça va se rejoindre. S'il y a une révision de DUP, bah, l'idée, c'est aussi effectivement, peut-être de revoir les périmètres et d'intégrer des prescriptions agricoles si on a effectivement une problématique de pollution agricole qui est avérée. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que l'étude AC est plutôt un peu orientée, enfin pas orientée, mais ça met en évidence un peu l'activité, l'impact de l'activité agricole sur l'alimentation. Oui, parce que c'est vraiment les pollutions diffuses, c'est-à-dire que voilà, les pollutions agricoles, c'est des pollutions diffuses, donc on a besoin de prendre en compte l'ensemble du bassin d'alimentation du captage sur les périmètres de protection. Les périmètres prennent pas forcément. Alors des fois, le périmètre de la AC et le périmètre éloigné peuvent coïncider, ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Ok, Et généralement, donc c'est un peu voilà. plus restreint. Ok. Donc, il va falloir faire une révision, notamment des différents périmètres aujourd'hui et les actualiser en fonction de l'activité potentielle agricole dans les environs d'un captage, quoi. Merci. Effectivement, bah là, il faut voir avec l'ARS, effectivement, les DUP existantes, s'il y en a qui existent déjà, est-ce qu'il est nécessaire ou pas de les réviser?
Bah, c'est pourquoi justement je pose cette question. Si je parle sur les AC et qu'à un moment donné ma DUP ne couvre pas un grand périmètre, est-ce que je suis obligé de réviser ma DUP en plus lancer mon étude AC, quoi? C'est dans ce sens-là qu'on essaie de saisir un peu la démarche que nous on doit mettre en place, quoi. Parce qu'après derrière il va falloir Oui. faire valider tout ça aux élus et c'est pas une démarche simple de dire à certaines communes aujourd'hui qui disent qu'ils ont une DUP à jour et que derrière effectivement, l'AC ne couvre pas, enfin, ça ne prend pas en mesure l'étendue de l'activité, mais nous, on va devoir l'intégrer, donc réviser derrière la DUP, donc convaincre effectivement les élus qu'il faut réviser une DUP. Et là, effectivement, il faut voir avec l'ARS si éventuellement les DUP en cours aujourd'hui ont besoin effectivement d'une révision, quoi. Ça sera aussi un appui pour nous, collectivités de Metz, qui ont vu engager ce type de démarche. Oui, là, donc là, effectivement, ça dépendra, c'est au cas par cas, on va dire, hein, parce qu'il y a certaines DUP qui sont assez récentes, hein, qui ont été prises et qui Oui, prennent bien en compte les différentes problématiques, et tout à d'autres fait. DUP qui datent des années 80, voire avant, qui là sont obsolètes, hein, et même qui définissent mal l'alimentation, hein, du captage, hein, donc qui sont à remettre en cohérence avec la nouvelle ère d'alimentation qui sera définie dans le cadre de la procédure PGCSE. Donc, j'ai Sauf envie de dire que que ça tire en l'étude parallèle. AC n'est pas une procédure réglementaire, c'est la DUP qui l'est, quoi. Ouais, mais bon, ayant un captage sensible, ça devient obligatoire. Donc voilà, la AC est obligatoirement à faire à partir du moment où vous êtes sur un captage sensible. Ce qui est le cas aujourd'hui, voilà, vu que vous êtes convié Ah bah, à ce justement, webinaire. c'est pourquoi l'idée, on veut avoir effectivement connaissance Hmm. de, 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 de ces captages-là pour que ça nous permette, nous, tout de suite de réagir sur le cas de notre schéma Hmm. directeur qui va commencer en début 2026, là. Hmm. Merci à vous. On est désolé, on va devoir vous laisser parce qu'on a une deuxième réunion. Voilà. En tout cas, merci. Merci, Monsieur Merci à Allogo. On vous. va passer à la question suivante pour essayer d'avancer. Monsieur Devel, vous pouvez poser votre question. Votre micro est ouvert. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, donc déjà merci pour la réunion et puis les informations qui sont arrivées. Donc je suis maire de la commune de Rustroff, on a aussi captage dégradé, on a déjà une DUP de 2003 qui reprend toutes les zones définies. On n'a pas de PGSSE et ni de SDAEP. Donc l'idée, ça serait de le faire puisqu'on est dans l'obligation. Par contre, nous, on est une petite commune de 650 habitants et on travaille, comment dire, juste avec une convention avec Veolia. Et c'est mes adjoints et moi-même qui, lorsque le téléphone sonne ou tout ça, on fait le job, quoi. Et qu'on n'arrive pas, il y a Veolia qui vient en appui. Et on aime bien fonctionner comme ça parce que c'est le maîtrise du coût de l'eau. Et voilà. Et donc, dans le cahier des charges pour définir le programme de gestion ou le schéma directeur, est-ce que vous avez des cahiers des charges type? Parce que reprendre des bureaux d'études avec des bureaux d'études et des bureaux d'études qui font bien souvent alors, des copier-coller, voilà. Est-ce que vous avez deux, trois cahiers des charges qui pourraient nous aider à élaborer, sachant qu'on est déjà sécurisé, sachant que nos périmètres de captage sont grillagés, sachant que là, on vient de remettre 100 000 euros pour refaire tout le réservoir, etc., etc. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on m'aide à m'envoyer des cahiers des charges et puis que je fasse ma petite synthèse de tout ça pour choisir un bureau d'études. oui, effectivement, Monsieur Devel, on a un cahier des charges type qu'on a établi il y a quelques années déjà, mais qui pourrait peut-être vous servir. Ah Et bah vous je suis servir preneur de alors. modèle. Ouais, Ouais. Mais ouais, ouais, je je suis me note preneur. de vous le transmettre avec plaisir. Ah très bien, merci beaucoup alors. Je Voilà. vous en prie. Et merci encore pour la réunion. Et comme mon prédécesseur, je dois vous laisser comme on a débordé, mais c'était très intéressant. Voilà. Oui, Je vous juste remercie en Monsieur tout cas. Bernard, peut-être. Ouais, pour compléter, Monsieur Bernard, n'hésitez pas aussi à contacter la chargée d'intervention de votre secteur, hein, c'est Claudine Largy, pour Oui, échanger en amont, hein, pour voilà, si ça doit amener à une demande d'aide. Voilà, plus en amont vous échangez, elle pourra aussi vous apporter un appui pour constituer votre dossier. tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. J'ai noté. Merci à vous, Monsieur Bernard. À votre tour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation. Alors, ma question était la même que mon prédécesseur. Est-ce qu'il serait possible également d'avoir donc une maquette de travail ou un document
si on pouvait être destinataire. Voilà, Oui. c'était ma question. Tout à fait, bah, je me le note également. D'accord, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et je note également pour la personne du syndicat des eaux de Elimère Frémestroff. C'est également noté. Et donc, il y avait également une dernière question dans la conversation. Nous sommes un syndicat des eaux de 3370 abonnés, 18 communes, avec 2 secrétaires, 2 agents techniques, un président et un vice-président. La secrétaire doit-elle faire partie du groupe de travail de la PRPDE? Bah, elle peut, si, si elle a des informations voilà, qui peuvent être pertinentes, hein. Donc, ne serait-ce que sur la partie communication, échange voilà, avec les abonnés. Voilà, il y a une problématique qui est identifiée euh, à ce niveau-là, donc oui, effectivement, vous pouvez associer euh, la secrétaire voilà, au groupe de travail. Tout à fait, merci. C'est vraiment tous les aspects, de toute façon, qui doivent être vus. Donc, j'ai envie de dire, c'est la quasi-totalité enfin, du moins des travailleurs, enfin, du moins de vos agents qui peuvent intervenir dans la démarche. Oui, peut-être aussi sur des procédures de gestion de crise ou des Mhm. choses comme ça. Ça peut être aussi Mhm. des personnels qui peuvent être mobilisés éventuellement. Tout à fait. Bah, écoutez, je ne vois plus de questions. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Donc, effectivement, on a un tout petit peu, beaucoup même, dépassé. Ah, une dernière question. Alors, attendez. Non, je vois pas la question. Bon, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé. Ah, la question. Nous avons un PGSSE et sommes dans les actions dont un problème de nitrate sur un captage. Un copil a été constitué et nous rencontrons de grosses difficultés avec certains agriculteurs. Je connais un peu le dossier. Donc, effectivement, hein, sur enfin, le plan d'action hein, à mettre en place hein, sur cette zone de captage là, de Guébin, j'imagine. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est d'intérêt hein, bah, de les associer dès le départ, hein, les différents acteurs, parce qu'on sait que voilà, avec certaines professions, notamment agricole, ça peut être parfois difficile hein, quand les enjeux sont importants. Voilà. Je ne sais pas si ce que vous voulez, ce que vous attendez du coup de plus sur Vous pouvez ouvrir ce votre micro point-là. si vous voulez pour préciser. Non. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas peut-être à revenir vers l'ARS par mail si vous avez besoin à l'issue de ce webinaire ou à l'agence de l'eau selon le type de question. Donc voilà, désolée pour avoir débordé sur le timing, mais les échanges étaient intéressants. Donc voilà, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour votre participation. On espère que ça vous a permis d'obtenir quelques éléments. On a prévu un petit questionnaire de satisfaction à l'issue du webinaire. Voilà, je l'envoie dans la conversation. Si vous pouviez prendre 2 minutes pour le remplir, ça nous aiderait à améliorer nos actions. Voilà, bah, merci beaucoup Julien et l'ARS pour votre confiance. Et puis merci à Stéphanie et Léa pour leur intervention hein, très intéressante sur ce webinaire. Et Julien, si tu veux dire le petit mot de la fin. Ah bah, déjà, vous remercier de votre participation, hein. Merci à donc, à Chloé, hein, ce travail, la préparation du webinaire. Donc, voilà, et, juste pour rappeler hein, de l'importance hein, de se lancer, de ne pas perdre du temps hein, et de se lancer assez rapidement hein, dans la démarche hein, pour les collectivités qui n'ont pas encore fait. Et que voilà, on se tient à votre disposition pour toute question. Voilà, c'est vraiment un sujet pour nous important, prioritaire, notamment du fait de la présence d'un captage sensible hein, sur votre collectivité. Voilà. Merci, bonne journée à tous.